Claire Marin, je voudrais quand même repréciser que vous êtes philosophe. Vous êtes aussi également professeur en classe préparatoire en banlieue. Vous avez d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle La Relève pour dire que eh bien, ces jeunes de banlieue n'étaient pas tout à fait, enfin l'imaginaire qu'on pouvait avoir ou ce qu'on pouvait s'imaginer d'eux n'était pas tout à fait la réalité. Vous avez écrit ce livre aux éditions du Cerf, La Relève. Vous avez écrit beaucoup d'ouvrages sur les blessures de la vie, sur la maladie. Notamment Hors de moi chez Alia, et puis tout récemment un livre qui a connu un grand succès qui s'appelle Rupture et qui est paru aux éditions de l'Observatoire. Et là, vous aviez eu envie en fait on connaît en fait ce que l'imaginaire joue dans l'amour, dans l'imaginaire amoureux, quand on se représente quelqu'un, quand on imagine quelqu'un. Par contre, est-ce qu'il y a un imaginaire de la rupture? Est-ce que dans les premiers moments d'une histoire d'amour, par exemple, on peut entrevoir quelque chose déjà les prémices, les ferments, les petits signes éventuels de la rupture à venir? Et je voudrais aussi que nous saluions Jacques Bonafé, qui nous a fait l'amitié de venir nous rejoindre. Et qui, lui, d'ailleurs, un peu plus tard dans la soirée, j'ose même pas dire la soirée, la nuit, eh bien, fera une sorte de traversée à travers des textes contemporains à travers essayer d'imaginer, enfin, une traversée poétique dans les mondes imaginables. C'est les carnets d'hypnose. Et les carnets, voilà. Il va nous faire les carnets d'hypnose, c'est ça? Oui, pour la fin de la nuit du monde. Pour la sortie de la nuit du monde, les feuillets d'hypnose par Jacques Bonafé. Mais alors, Claire, et pourquoi donc est-ce qu'il y a un imaginaire de la rupture également? Alors, on sait effectivement à quel point l'imaginaire joue un rôle à la naissance de l'amour. Il cristallise, il idéalise la figure de l'être aimé. Mais parfois, au moment même où cet imaginaire heureux s'élabore, un autre imaginaire entre en concurrence, là où l'imagination est plutôt de l'ordre de la fulgurance, de l'intuition tragique, de ce que cette passion naissante pourra aussi créer comme forme dévastatrice à l'avenir. Et parfois, l'imaginaire de la rupture surgit de cette manière, dans une espèce d'instant fulgurant où on voit tout au bout de l'histoire la catastrophe à venir. Et c'est ce que décrit Sarah Chiche dans son roman paru l'année dernière qui s'intitule Les Enténébrés, qui est le roman d'une grande passion amoureuse. Et elle finit ainsi la scène de première rencontre entre Sarah et Richard. Je lui réponds que je ne vais pas très loin, je loge à seulement 10 minutes. Il me regarde en silence, fouille dans sa poche et en sort une carte de visite qu'il me tend. Je plonge la tête dans mon sac pour trouver la mienne, mais je n'en sors piteusement que des tickets de tramway et des feuilles volantes sur lesquelles j'ai griffonné des fragments. Nos yeux se rencontrent. La pensée me traverse de me défenestrer tout de suite pour nous épargner d'avoir à vivre la joie dévastatrice des années qui viendront. Et alors ça, c'est quelque chose que vous avez repéré, dans les textes de la littérature contemporaine, dans ce qu'on vous raconte, dans ce que vous racontent vos amis, il peut y avoir ce sentiment latent, vague, que quelque chose de catastrophique découlera de la relation qu'on s'apprête à initier. Mais souvent, c'est un sentiment qu'on va spontanément refouler. Et c'est ce qui m'a plu dans ce texte, c'est que d'emblée, la démesure de la passion est là, et elle s'exprime dans effectivement cette idée contradictoire d'une joie dévastatrice. C'est ça que sera l'histoire, et c'est ça que la narratrice choisit de vivre, alors même qu'elle a cette intuition d'une catastrophe. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que l'imagination déconstruit finalement l'amour, tout autant qu'elle le construit ? Alors en effet, il est parfois assez frappant de voir comment des formes d'imaginaire concurrents
jouent ensemble dans une même histoire, au sens où toute l'imagination de l'amour n'est pas nécessairement trompeuse ou illusoire. Parfois, l'imagination de celui qui aime ou qui croit aimer l'aide à changer de perspective, opère une espèce de renversement, ou en tout cas de léger basculement, qui lui permet de voir sa propre histoire d'une autre manière que celle dans laquelle il était pris. Et à partir de là, on pourrait dire que différentes strates d'imagination apparaissent, et que parfois, comme c'est le cas dans l'extrait de La modification de Butor, que nous allons bientôt écouter, parfois, une imagination en corrige une autre. Dans ce passage, le narrateur part à Rome avec l'idée de surprendre sa maîtresse, Cécile, et de lui annoncer qu'il va quitter sa femme et commencer une nouvelle vie avec elle. Et au fur et à mesure du trajet en train, du long trajet, et du train qui le ballotte un peu, il devient indécis et imagine que cette vie, finalement, avec cette nouvelle femme, ne sera peut-être pas ce qu'il avait d'abord imaginé. Et imaginant la rupture à venir, puisque finalement il décide qu'il ne commencera pas cette seconde vie avec cette Cécile, il imagine encore une autre solution qui est de ne même pas la voir. Et c'est à ce moment que débute notre extrait. Alors Claire, vous m'avez confié la page 236, 237, 238, 239, 240 et 241. Je vous fais la surprise de commencer par la page 241, peut-être, de proposer un autre montage. Il faut dire que le narrateur utilise le « vous » à la place d'un jeu. Pour chaque fois qu'il dit « vous », il s'agit de lui. Lundi soir, quand Cécile sortira du palais Farnèse, elle vous cherchera des yeux dans la nuit, vous découvrira près d'une des fontaines en forme de baignoire à l'attendre avec appréhension, car c'est à ce moment, à ce dîner au restaurant Trescalini, qu'il vous faudra en venir aux aveux et à la douloureuse mise au point, puisque vous le savez bien, il sera impossible d'en rester au silence, de la laisser espérer encore que votre décision va venir. Imaginez que vous cherchez encore pour elle cette situation à Paris, que vous êtes sur le point de lui trouver quelque chose, alors que vous ne chercherez plus, alors que vous aviez déjà trouvé. Et je reprends le début que vous me proposiez, chapitre 8, qui se déroule donc dans le train. Vous voici revenu, l'esprit toujours rempli de cette agitation qui n'a fait que croître et s'obscurcir depuis que ce train s'est mis en marche à Paris, le corps fourmillant de ces pincements de fatigue se faisant de quart d'heure en quart d'heure plus aigus, intervenant de plus en plus violents dans le cours de vos pensées, dérangeant votre regard lorsque vous vous efforcez de l'appliquer à un objet ou à un visage, vous aiguillant brusquement vers une de ces régions de vos souvenirs ou de vos projets que vous désirez justement éviter, toute bouillonnante, toute fermentante, toute bouleversée dans cette réorganisation de l'image de vous-même et de votre vie qui est en train de s'accomplir, de se dérouler implacablement sans qu'il soit pour rien votre volonté. Cette métamorphose obscure dont, vous le sentez bien, vous ne percevez qu'une minime zone dont les tenants et aboutissants vous demeurent en grande partie inconnus et sur lesquels il vous serait si nécessaire de projeter quelques lueurs. Les plus dures études, la plus minutieuse patience n'étant certes point trop payée pour faire reculer un tant soit peu l'ombre, pour vous donner un tant soit peu plus de prise et de liberté sur ce déterminisme qui pour l'instant vous broie dans la nuit, ce grand labeur qui se poursuit en vous, détruisant peu à peu votre personnage, ce changement d'éclairage, de perspective, cette rotation des faits, des significations issues de votre fatigue et des circonstances, issues de cette décision que vous imaginiez vous appartenir, de votre situation dans l'espace des conduites humaines et se traduisant en fatigue, qui est comme son bruit et son halètement, et vous enduisant de cette sueur presque sèche qui fait coller votre linge à la peau, vous creusant de cette espèce de vertige, de ce désarroi de votre système digestif et respiratoire, de ce malaise, de cette faiblesse soudaine, de cette titubation qui vous fait vous tenir au chambranle, de cet apesantissement de vos paupières et de votre tête qui vous fait non pas vous asseoir à proprement parler, mais
vous effondrez à votre place sans même avoir pris la peine d'en retirer le livre que vous y aviez laissé et que vous sortez de sous vos cuisses péniblement, vous appuyant au coin, allongeant vos jambes entre celles du vieil Italien en face de vous, le seul qui ait peut-être les yeux ouverts. Vous ne pourrez pas le savoir derrière ces lunettes rondes qui brillent au milieu de la pénombre bleue, repliant votre menton sur votre col et le caressant de votre main pour sentir toute cette barbe qui y est poussée depuis ce matin. On ne devrait pas, mais on saute le rêve, on laisse le spectateur l'imaginer, et quand on reprend, à la sortie du rêve, il dit « Qui a éteint ? Qui a demandé qu'on éteigne pendant que vous parcouriez les corridors à la recherche d'un wagon-restaurant, etc. » Alors que vous auriez tant besoin de regarder la situation en face très calmement, avec détachement, comme un autre pourrait la considérer. Car s'il est maintenant certain que vous n'aimez véritablement Cécile que dans la mesure où elle est pour vous le visage de Rome, sa voix et son invitation, que vous ne l'aimez pas sans Rome et en dehors de Rome, que vous ne l'aimez qu'à cause de Rome, parce qu'elle y a été dans une grande mesure, qu'elle y est toujours votre introductrice, la porte de Rome, comme on dit de Marie dans les litanies catholiques, qu'elle est la porte du ciel. Ce qu'il faudrait absolument que vous sachiez, c'est pour quelle raison Rome possède sur vous un tel prestige, et aussi comment il se fait que ce prestige ne possède pas suffisamment de solidité objective pour que Cécile puisse en faire consciemment, volontairement, l'ambassadrice à Paris. Comment il se fait qu'Henriette, malgré tout ce que la ville des villes représente nécessairement pour elle, avec son catholicisme, ait pu considérer l'attachement que vous lui portez comme l'expression même de ce qu'elle vous reproche. Ainsi comme votre amour pour Cécile a tourné sous votre regard, se présente à vous désormais sous une autre face, dans un autre sens, de même ce qu'il vous faudrait maintenant examiner à loisir et de sang-froid, c'est l'assise et le volume réel de ce mythe que Rome est pour vous. Je suspends et je reprends à la fin la conclusion de la page 241. Il sera impossible de ne pas lui dire à ce moment-là, au moment où vous vous apprêterez à la quitter, après ce séjour consacré à elle seule, après ces quelques jours pendant lesquels elle aura été si heureuse de la surprise que vous lui aurez faite, que vous allez lui faire dans quelques heures, pendant lesquelles elle se sera imaginée qu'elle avait enfin gagné la partie, de ne pas lui dire que vous aviez primitivement l'intention de lui annoncer cette autre surprise, que vous aviez enfin trouvé cette situation pour elle, qu'elle allait partir pour Paris, qu'elle pouvait donner sa démission à l'ambassade, commencer à se préparer, commencer à faire ses adieux à Rome, à récapituler pour elle-même le savoir que vous aviez réussi à y accumuler tous les deux, que vous aviez fait des démarches pour vous trouver un logement, que vous aviez plusieurs possibilités en vue, que tout était prêt, à portée de main, et que vous y avez renoncé. Impossible de ne pas tenter de lui expliquer pour quelle raison s'est produite cette modification, afin qu'elle quitte tout espoir dans cette direction-là. Impossible de vous en tenir au silence. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, Claire Marin, que la rupture, au fond, c'est le deuil de l'imaginaire. C'est-à-dire que c'est presque une sorte d'exil de l'imaginaire dont parle Roland Barthes dans les fragments d'un discours amoureux. Oui, tout à fait. Ce que dit très bien Barthes, c'est qu'avec la rupture, je dois quitter tout un monde imaginaire qui était développé et produit par l'image de l'être aimé. Et c'est cette image de l'être aimé dont je dois réussir à me défaire, que je dois réussir d'une certaine manière à rétrécir, à abîmer, jusqu'à ce qu'elle soit réellement morte pour moi dans mon imagination. Il faut donc faire ce deuil de cette habitude qu'on a pris quand on était aimé, de produire sans cesse des projections où on y injectait la présence de l'autre, et réussir, comme le dit Barthes, à s'arracher de cet imaginaire, à faire le deuil de la présence mentale constante de l'être aimé en nous. Et c'est ce qu'il décrit effectivement dans l'exil de l'imaginaire. Alors là, Claire, je vais le lire dans l'ordre, parce que Roland Barthes ne souffrirait pas que je mette le désordre dans sa pensée.
Exil, décidant de renoncer à l'état amoureux, le sujet se voit avec tristesse exilé de son imaginaire. 1. Je prends Werther à ce moment fictif, dans la fiction elle-même, où il aurait renoncé à se suicider. Il ne lui reste plus alors que l'exil. Non pas s'éloigner de Charlotte, il l'a déjà fait une fois sans résultat, mais s'exiler de son image, ou pire encore, tarir cette énergie délirante qu'on appelle l'imaginaire. Commence alors une espèce de longue insomnie. Tel est le prix à payer, la mort de l'image contre ma propre vie. La passion amoureuse est un délire, mais le délire n'est pas étrange, tout le monde en parle. Il est désormais apprivoisé. Ce qui est énigmatique, c'est la perte de délire. On rentre dans quoi ? 2. Dans le deuil réel, c'est l'épreuve de la réalité qui me montre que l'objet aimé a cessé d'exister. Dans le deuil amoureux, l'objet n'est ni mort ni éloigné, c'est moi qui décide que son image doit mourir. Et cette mort, j'irai peut-être jusqu'à la lui cacher. Tout le temps que durera ce deuil étrange, il me faudra donc subir deux malheurs contraires, souffrir de ce que l'autre soit présent, continuant malgré lui à me blesser, et m'attrister de ce qu'il soit mort, tel du moins que je l'aimais. Ainsi je m'angoisse, vieille habitude, d'un téléphone qui ne vient pas, mais doit me dire en même temps que ce silence, de toute manière, est inconséquent puisque j'ai décidé de faire mon deuil d'un tel souci. Il appartenait seulement à l'image amoureuse d'avoir à me téléphoner. Cette image disparue, le téléphone, qu'il sonne ou non, reprend son existence futile. Le point le plus sensible de ce deuil n'est-il pas qu'il me faut perdre un langage, le langage amoureux ? Fini les je t'aime. 3. Le deuil de l'image, pour autant que je le rate, me fait angoisser. Mais pour autant que je le réussis, il me rend triste. Si l'exil de l'imaginaire est la voie nécessaire de la guérison, il faut convenir qu'ici, le progrès est triste. Cette tristesse n'est pas une mélancolie, ou du moins c'est une mélancolie incomplète, nullement clinique, car je ne m'accuse de rien et je ne suis pas prostré. Ma tristesse appartient à cette frange de la mélancolie où la perte de l'être aimé reste abstraite. Manque redoublé. Je ne puis même pas investir mon malheur comme au temps où je souffrais d'être amoureux. En ce temps-là, je désirais, je rêvais, je luttais. Un bien était devant moi simplement retardé, traversé par des contretemps. Maintenant, plus de retentissement, tout est calme et c'est pire. Quoique justifié par une économie, l'image meurt pour que je vive, le deuil amoureux a toujours un reste. Un mot revient sans cesse. Quel dommage. 4. Preuve d'amour. Je te sacrifie mon imaginaire, comme on faisait la dédicace d'une chevelure. Ainsi peut-être, du moins le dit-on, accéderai-je à l'amour vrai. S'il y a quelque similitude entre la crise amoureuse et la cure analytique, je fais alors le deuil de qui j'aime, comme le patient fait le deuil de son analyste. Je liquide mon transfert, et c'est ainsi, paraît-il, que la cure et la crise finissent. Cependant, a-t-on fait remarquer, cette théorie oublie que l'analyste, lui aussi, doit faire le deuil de son patient, faute de quoi l'analyse risque d'être interminable. De même, l'être aimé, si je lui sacrifie un imaginaire qui cependant l'empoissait, l'être aimé doit entrer dans la mélancolie de sa propre déchéance. Et il faut concurremment à mon propre deuil prévoir et assumer cette mélancolie de l'autre, et j'en souffre, car je l'aime encore. L'acte vrai du deuil, ce n'est pas de souffrir par la perte de l'objet aimé, c'est de constater un jour, sur la peau de la relation, telle menue tache venue là comme le symptôme d'une morsure. Pour la première fois, je fais du mal à qui j'aime, sans le vouloir certes, mais sans m'affoler. 5.
Je tente de m'arracher à l'imaginaire amoureux, mais l'imaginaire brûle par-dessous, comme de la tourbe mal éteinte. Il s'embrase de nouveau. Ce qui était renoncé ressurgit, de la tombe mal fermée éclate brusquement un long cri. Jalousie, angoisse, possession, discours, appétit, signe. De nouveau, le désir amoureux brûlait de partout. C'était comme si je voulais étreindre une dernière fois à la folie quelqu'un qui allait mourir et à qui j'allais mourir. J'opérais un déni de séparation. Écoutez, merci beaucoup, Claire Marin. Merci beaucoup, Jacques Bonafé.